Elle pensait parler à la CAF, mais c'était un escroc recherché par 3 pays. Elle pensait décrocher un simple appel administratif, une voix calme, polie, presque bienveillante. Mais ce jour-là, sans le savoir, elle a ouvert sa porte à l'un des escrocs les plus recherchés d'Europe. Restez jusqu'à la fin, ce que cette femme a vécu pourrait arriver à n'importe qui. Elle regarde l'écran sans comprendre. Un simple rectangle blanc, un bouton bleu au centre. Valider la signature numérique. C'est écrit en lettres capitales, nettes, comme si tout était normal. Elle cligne des yeux, déplace lentement la souris. Son doigt tremble à peine. Il ne fait pas froid, mais elle a les mains moites. La voix résonne encore dans son oreille, calme, posée, presque bienveillante. Ne vous inquiétez pas, Madame Ravel. C'est une procédure standard. Vous faites ça pour sécuriser vos droits. Voilà, un petit clic et ce sera réglé. Elle inspire, hésite. Ce n'est pas qu'elle ne lui fait pas confiance. C'est juste qu'elle ne comprend pas tout. Le jargon administratif, les protocoles numériques, tout ça la dépasse. Mais il est patient, cet homme. Il explique bien. Il connaît son nom, son numéro d'allocataire, même son adresse exacte. Ce n'est pas un inconnu. Il travaille à la CAF. Il le lui a dit. Il a même cité le nom de l'ancienne agente qui s'occupait de son dossier. Alors elle fait confiance. Elle clique. L'écran charge. Puis une nouvelle page apparaît. Un message vert. Opération validée. Elle ne ressent rien. Pas de soulagement. Pas encore. Elle attend. Le silence s'installe. « Allô ?» murmure-t-elle, comme si elle avait peur de déranger. Mais la ligne est coupée. Elle regarde son téléphone. Écran noir. Appel terminé. Aucun message. Aucun bruit. Juste le tic-tac de l'horloge au mur. Et le grincement discret des volets à cause du vent. Elle reste là, figée. L'ordinateur affiche toujours la même page. « Merci pour votre confiance ». Elle lit la phrase plusieurs fois. Elle sent un nœud se former dans son ventre. Elle clique sur la croix pour fermer la fenêtre. L'écran revient à son fond d'écran. Une photo d'elle et de son mari. Prise à la bourboule, un été d'il y a longtemps. Il sourit, un sac de pique-nique dans les bras. Elle se lève, va dans la cuisine, se verse un verre d'eau, boit lentement, puis revient s'asseoir, sans rallumer l'ordinateur. Tout semble normal, trop normal. Le téléphone reste muet. Elle le fixe. Peut-être va-t-il rappeler, peut-être était-ce juste une vérification, comme il a dit. Elle tente de se rassurer. C'est la CAF. Ils ont le droit de demander des informations. Ils doivent protéger les bénéficiaires, non? Pourtant, au fond d'elle, quelque chose résiste, un frisson, un doute. Elle se dit qu'elle devrait appeler elle-même, juste pour vérifier. Mais elle ne veut pas paraître paranoïaque. Et puis, si c'est officiel, ils vont sûrement lui renvoyer un courrier comme d'habitude. Pas de quoi s'affoler. Elle s'installe dans son fauteuil, le vieux en velours marron, et allume la télévision. Le son est trop fort, elle baisse, change de chaîne. Rien ne capte son attention. Les visages défilent, des jeux, des débats, des reportages. Mais elle n'écoute pas. Ses pensées tournent en rond. L'homme au téléphone, sa voix, l'insistance douce, la manière dont il l'a appelée par son nom, comme s'il la connaissait. « Ne vous inquiétez pas, Madame Ravel, c'est pour protéger vos droits. » Elle répète cette phrase dans sa tête, encore et encore. La nuit tombe, elle oublie de dîner. Son estomac est noué, elle éteint la lumière, monte se coucher, mais le sommeil ne vient pas. Dans l'obscurité, elle repense au clic, à ce geste banal, à ce mot « valider ». Elle a déjà signé des papiers dans sa vie, des contrats de travail, des assurances, des formulaires de retraite, mais jamais dans le vide, jamais comme ça, sans comprendre, sans voir. Et elle se demande, très doucement, si elle n'a pas ouvert une porte qu'elle ne pourra plus refermer.
Monique Ravel range les boîtes de conserve par taille. Elle le fait machinalement, comme on fait le lit ou la vaisselle. Tout à sa place, dans cette cuisine étroite, où la lumière entre doucement par la petite fenêtre au-dessus de l'évier. Elle vit ici depuis plus de 20 ans, un 2 pièces modeste, au 4e étage, d'un immeuble sans charme, mais avec de bons voisins et une vue sur les toits. Ça lui suffit. Depuis la mort de son mari il y a 3 ans, Monique fait tout pour ne pas sombrer. Elle continue de se lever tôt, de faire ses comptes, de lire le journal local avec un café serré. Elle n'a jamais été du genre à se plaindre. Elle a travaillé toute sa vie, d'abord comme secrétaire de mairie, puis à la préfecture, jusqu'à sa retraite. Son mari, Michel, était électricien, un homme droit, taiseux, les mains toujours abîmées. Ils n'ont pas eu d'enfant, pas par choix, mais la vie ne leur a pas donné. Elle garde une photo de lui sur le buffet du salon. Il y sourit, un peu gêné devant une cabane en bois pendant leurs dernières vacances en Auvergne. Elle passe souvent un chiffon doux dessus. C'est un rituel. Monique vit avec un peu plus de 950 € par mois. C'est peu. Trop peu pour vivre. Assez pour survivre. Heureusement, elle a droit à l'aide au logement. La CAF verse chaque mois un complément qui lui permet de payer le loyer, les charges, un peu d'électricité. Elle fait attention à tout. Éteindre les lumières, ne pas gaspiller, acheter en promo. Elle connaît les dates exactes où les virements tombent. Le 5 pour la retraite, le 7 pour la CAF, le 10 pour l'assurance habitation. Elle note tout dans un carnet bleu à spirale, posé sur la table basse. Chaque ligne est tracée avec soin. Elle n'a pas Internet autrefois, mais depuis la crise sanitaire, la voisine du dessous lui a montré comment se connecter. Elle a acheté un petit ordinateur portable, juste pour les démarches. Elle consulte son compte CAF en ligne, fait quelques achats sur un site de supermarché, imprime des attestations. Elle fait de son mieux. Monique est une femme discrète. Elle n'aime pas déranger. Elle ne sonne jamais chez personne sans prévenir. Elle fait des tartes aux pommes qu'elle descend parfois à la gardienne. Elle écoute France Inter en fond sonore. Elle écrit des cartes à ses anciennes collègues, dont certaines vivent en Bretagne ou dans le Lot. Elle n'est pas seule. Pas tout à fait. Mais elle est isolée. Ses journées se ressemblent. Un peu de ménage, un peu de lecture, la promenade au marché 2 fois par semaine. Les commerçants la saluent. Elle aime ça, avoir encore une présence. Entendre son prénom. Elle se sent encore utile quand elle explique à une voisine comment remplir un formulaire ou quand elle tricote une écharpe pour l'hiver. Mais depuis quelque temps, quelque chose l'inquiète sans qu'elle ne veuille l'admettre. Les prix montent, la facture de gaz a augmenté, la prime énergie a été recalculée. Elle ne comprend plus tout. Elle reçoit des courriers au vocabulaire opaque, avec des sigles, des barèmes. Elle les lit plusieurs fois. Elle a peur de mal faire. Alors, quand ce téléphone a sonné, avec cette voix calme qui lui proposait de vérifier que ses droits étaient bien maintenus, elle a écouté. Elle s'est sentie reconnue, protégée même. Elle se dit qu'il faut faire confiance. À un moment, on n'a plus envie de se méfier. On a envie qu'un adulte prenne le relais, comme quand on était enfant. Elle n'a pas vu venir le doute. Elle a juste voulu que tout reste en ordre. Monique éteint la radio en milieu d'après-midi. Les voix la fatiguent. Trop de nouvelles, trop de bruit. Elle préfère le silence. Dans le silence, on entend les vraies choses. Le clic de la cafetière, le souffle du frigo, le battement sourd de son cœur. Elle regarde par la fenêtre. Le ciel est bas, gris uniforme comme un couvercle. Elle n'a pas envie de sortir aujourd'hui. Elle s'installe dans son fauteuil, celui en velours vert qui a gardé la forme de son dos. Elle prend son carnet bleu, elle relit les chiffres, coche une ligne. Il lui reste 64 € pour finir le mois. Elle soupire doucement. Elle fera avec. Elle a connu pire. Elle n'a pas beaucoup de visites. Quelques appels de temps en temps. Sa nièce, en Corrèze, lui laisse des messages vocaux qu'elle écoute plusieurs jours après. Elles n'ont jamais été très proches. Ses anciennes collègues, elles, ont disparu peu à peu. Une est morte l'an dernier, une autre a déménagé. On s'éloigne sans faire exprès. Le médecin traitant passe 1 fois tous les 2 mois. Une consultation brève, cordiale. Il pense attention, renouvelle ses prescriptions. C'est un homme pressé, poli mais distant. Elle ne lui dit pas qu'elle se sent parfois perdue, qu'elle oublie des choses.
Elle se contente de sourire. Le plus difficile, c'est le soir, quand les volets sont fermés, que les lampadaires s'allument dehors et qu'elle se retrouve seule avec sa tasse de tisane. Les ombres dansent sur les murs et chaque bruit du couloir lui paraît suspect. Ce n'est pas la peur qui l'arrange, c'est l'absence. L'absence de gestes partagés, de rires familiers, de simples regards. Elle regarde parfois les photos sur sa commode. Michel qui bricole. Elle, plus jeune, avec une robe bleue. Les souvenirs ne réchauffent pas, mais ils remplissent un peu le vide. Elle est de celles qui ne demandent rien, qui ne dérangent pas, qui rangent, préparent, attendent. Elle ne veut pas être un fardeau. Alors, quand le monde change trop vite, elle s'adapte en silence. Elle essaie de tout suivre. Elle lit les lettres officielles, mais certaines phrases la perdent. Réexamen des droits en fonction du quotient familial. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Elle ne sait plus. Elle cherche sur Internet. Parfois, elle tombe sur des forums, des réponses contradictoires. Elle ferme tout et elle attend. Quand le téléphone sonne, elle sursaute. C'est de plus en plus rare. Un numéro inconnu. Elle décroche toujours poliment. Il parle doucement, cet homme. Il dit qu'il est de la CAF. Il veut l'aider. Elle écoute. Il lui dit qu'il y a eu un gel technique de certaines aides. Elle n'en comprend pas le sens, mais elle ne veut pas passer à côté de quelque chose d'important. Elle prend un stylo, note ce qu'il dit. Il connaît son nom, son adresse, les montants exacts. Il la rassure. Elle lui dit qu'elle n'est pas très à l'aise avec l'ordinateur. Il répond que ce n'est pas grave, qu'il va l'accompagner. Elle sent la tension baisser en elle. Il parle comme un agent de service public, poli, compétent. Elle se sent encadrée. Après l'appel, elle se dit qu'il faudrait peut-être appeler sa nièce. Mais elle renonce. Elle aurait l'air d'une vieille dépassée. Elle préfère garder tout ça pour elle, gérer seule, comme toujours. Ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que cette solitude, cette dignité, cette confiance muette, c'est exactement ce qui la rend vulnérable. Il rappelle le lendemain, à la même heure. Monique reconnaît sa voix immédiatement. Calme, posée. Le ton ne change pas, même quand elle lui dit qu'elle n'a pas encore réussi à tout comprendre. Il ne soupire pas, ne presse pas, au contraire. Il la remercie pour sa patience. Il dit que beaucoup de gens abandonnent les démarches, mais pas elle. Elle est courageuse, dit-il. Elle rougit presque. Ça fait longtemps que personne ne lui a parlé comme ça, sans condescendance, comme si elle était encore utile, encore capable. Elle se redresse un peu dans son fauteuil. Il l'appelle par son nom, Madame Ravel, parfois même Madame Monique, comme un agent bienveillant qui essaie de personnaliser le service. Il dit qu'il comprend que les procédures numériques soient floues, que la CAF s'adapte aux nouveaux outils, que c'est leur travail de l'accompagner. Il écoute surtout. Quand elle lui raconte que les factures augmentent, que le chauffage devient un luxe, il ne l'interrompt pas. Il ne commente pas. Il attend, en silence, puis lui dit « Je vais faire en sorte que vous ne perdiez rien. » Elle hoche la tête, bien qu'il ne puisse pas la voir. Elle a envie de croire ça. Il lui explique que son dossier est en cours de régularisation. Il emploie des mots techniques, mais les rend digestes. Il dit qu'elle devra peut-être valider manuellement l'actualisation et que pour cela, il faudra qu'elle lui envoie certains documents. Rien d'anormal, juste ce que l'administration demande habituellement. Carte d'identité, dernier avis de situation, RIB. Elle fronce les sourcils, un instant. Elle lui demande s'il ne pourrait pas envoyer un courrier officiel. Il répond que oui, bien sûr, mais que cela prendrait 3 à 4 semaines, et qu'en attendant, ses aides resteront bloquées. Il laisse flotter un silence, pas menaçant, juste pesant. Réaliste. Alors elle dit oui. Elle sort sa pochette rouge, celle où elle range tous ses papiers. Elle ne scanne pas. Elle prend en photo avec son téléphone, comme elle l'a appris. Elle envoie tout par mail,
à l'adresse qu'il lui dicte. Une adresse avec CAF Paris dedans. Ça la rassure un peu. Elle clique sur « Envoyer ». Il la remercie encore. Il dit que c'est la dernière étape avant la validation, que d'ici 2 ou 3 jours, tout devrait être rétabli. Elle raccroche, un peu soulagée, un peu inquiète, mais surtout fatiguée. Le soir, elle repense à cet homme. Elle ne se souvient pas de son prénom. Peut-être ne l'a-t-il jamais donné, il est resté l'inspecteur, celui qui sait, celui qui guide. Elle se sent protégée. Le lendemain, il rappelle. Il demande comment elle va. Il s'excuse presque de la déranger autant. Elle lui dit que non, ce n'est pas grave, qu'elle apprécie sa clarté. Il rit doucement. Il a une voix agréable. Elle s'autorise à sourire. Il lui demande si elle a bien reçu le mail de confirmation. Elle n'en a pas vu passer. Il dit que ce n'est rien. Il va vérifier. Ils parlent encore un moment. Il ne lui demande rien de nouveau. Il lui explique juste que certaines banques, parfois, bloquent les virements CAF pour des raisons de sécurité et qu'il faudra peut-être valider une signature numérique. Elle hoche la tête. Ça lui semble lointain, mais logique. Elle note les mots sur une feuille. Signature, validation, réactivation. Lorsqu'elle raccroche, elle sent que quelque chose a changé. Ce n'est plus un appel administratif. C'est devenu une habitude, une voix qui revient, une voix qui la connaît. Et elle, doucement, commence à lui faire confiance. Il appelle à nouveau le jeudi matin, sans prévenir. Monique est en train d'éplucher une pomme quand le téléphone sonne. Elle essuie ses mains rapidement et décroche. Sa voix la rassure immédiatement. Il s'excuse pour l'heure, demande s'il ne la dérange pas. Elle lui répond que non, qu'elle n'attendait pas d'appel. Elle ment un peu. Elle espérait. Il lui demande si elle a bien reçu l'attestation numérique. Elle lui dit qu'elle n'a rien vu dans ses mails. Il propose de l'aider à vérifier. Pas besoin d'allumer l'ordinateur. Il va l'accompagner pas à pas. Elle obéit. Ouvre sa messagerie. Clique ici, puis là. Rien. Il la rassure. Parfois les dossiers passent dans les spams, c'est fréquent. Elle le croit. Il lui parle d'autre chose aussi. Il dit qu'il a regardé son dossier en détail, qu'elle a toujours été réglo, que des gens comme elle, il n'y en a plus beaucoup, qu'on sent tout de suite qu'elle est digne. Le mot la touche. Digne. C'est tout ce qu'elle a voulu rester, depuis la mort de Michel. Ne pas dépendre, ne pas s'effondrer. Elle lui parle un peu de son mari, de leur jardin avant, des confitures qu'elle faisait. Il l'écoute, ne coupe jamais. Il dit que ça lui rappelle sa grand-mère, à Limoges, qu'elle lui manque. Monique sourit. Elle s'imagine cette grand-mère. Peut-être que, dans sa voix à lui, il reste quelque chose d'elle. Il lui dit qu'il aimerait que tout s'arrange avant la fin du mois, qu'il se sentirait mieux en sachant qu'elle a récupéré tous ses droits. Elle le remercie. Elle lui dit qu'elle se sent moins seule depuis qu'il appelle. Il ne répond pas tout de suite. Puis il dit simplement « Je suis là pour vous, Monique ». C'est la première fois qu'il dit son prénom avec autant de douceur. Elle ne dit rien, mais ça fait du bien. Il propose qu'il fixe un moment précis pour la suite des démarches, lundi matin. Elle note sur son agenda. Elle s'applique à écrire son prénom à lui, qu'il lui donne enfin, Mathieu. Il dit que ce n'est pas son vrai prénom, que dans le travail administratif, on utilise des pseudonymes parfois. Elle acquiesce, même si elle ne comprend pas vraiment. Elle raccroche et reste un moment immobile. Elle regarde sa cuisine, le frigo avec les magnettes de supermarché, le verre d'eau encore à moitié plein. Elle se sent accompagnée. Ce week-end-là, elle pense à lui. Elle se demande quel âge il a. 35, 40? Il parle bien. Il a une patience rare. Il ne la traite jamais comme une vieille femme inutile. C'est peut-être ça, le plus précieux. Lundi matin, il rappelle, à l'heure exacte, comme promis. Elle a préparé son ordinateur à l'avance. Il la guide, lui demande de cliquer sur un lien. C'est une plateforme sécurisée, dit-il. Elle hésite, mais il explique calmement. C'est une simple vérification. Vous allez valider que vous êtes bien vous. Elle suit les étapes. Il ne lui demande pas d'argent, rien d'étrange.
Juste de cocher une case, de confirmer son nom, de signer avec la souris. Elle sourit, un peu fière d'y arriver. Il la félicite. « Vous voyez, vous êtes très autonome. » Elle rougit. Après l'appel, elle se sent apaisée. Elle a l'impression d'avoir réussi quelque chose, d'avoir maîtrisé un monde qu'elle ne comprend plus vraiment. Elle range ses papiers, reprend son tricot et pense que, peut-être, la vie réserve encore de bonnes surprises. Ce qu'elle ne voit pas, c'est que ce moment-là, ce petit clic validé avec confiance, vient de faire tomber la première vraie barrière. Lundi soir, Monique prépare une soupe de légumes. Elle coupe lentement les carottes, puis les pommes de terre. Elle met tout à mijoter, assise sur une chaise, le dos un peu courbé. La radio parle d'un fait divers sans intérêt. Elle baisse le volume. Elle pense à l'appel du matin, à la voix de Mathieu. Il l'a encore remercié pour sa patience. Il a même dit qu'il aimait bien discuter avec elle. Elle ne sait pas vraiment pourquoi, mais cette phrase résonne encore. Le lendemain, il rappelle plus tôt que prévu. Elle est surprise, mais contente. Il lui dit qu'il a une bonne nouvelle. Le dossier est en passe d'être régularisé. Il emploie toujours ses mots techniques, mais sa voix rend tout simple, presque chaleureux. Puis il ajoute qu'il manque juste une petite vérification de son compte bancaire. Pas un accès, précise-t-il, juste un relevé sécurisé pour l'administration. Il lui demande si elle connaît France Connect. Elle hésite. Il propose de l'aider à se connecter à son espace personnel. Elle se laisse guider. Il lui dicte une procédure lente, précise. Il la rassure à chaque étape. Rien de compliqué, dit-il. Et surtout, vous pouvez changer vos mots de passe après pour plus de sécurité. Cette phrase la détend. Elle se dit qu'il pense à tout. Elle ouvre son espace bancaire et lui demande de cliquer sur « Justificatif », puis de générer un fichier PDF de ses derniers relevés. Elle le fait. Il lui propose de le lui envoyer sur une adresse sécurisée, une adresse étrange avec des lettres et des chiffres, mais il explique que c'est le protocole interne. Elle envoie le fichier. Elle ne ressent pas d'inquiétude, pas encore. Ce n'est pas un code, ni un mot de passe, juste un document. Et après tout, tout est numérique maintenant. Elle s'en veut de ne pas tout comprendre. Heureusement, il est là pour l'accompagner. Puis il lui demande une autre petite chose. Valider une opération test. C'est un virement fictif pour confirmer que la liaison numérique est bien active. Il insiste. Aucun argent ne sortira, c'est juste une formalité. Il lui dicte une somme 0,01 €, 1 centime. Elle rit presque. Il l'invite à taper un IBAN. Elle ne reconnaît pas le nom du bénéficiaire, mais il dit que c'est un compte technique, que c'est normal. Elle valide. L'écran affiche « Opération en cours », puis plus rien. Il la félicite. « Tout est parfait, Monique, vous avez été exemplaire. » Elle rougit encore. Après l'appel, elle se sent un peu fatiguée. Elle fait chauffer sa soupe, s'installe devant le journal télévisé. Elle n'écoute qu'à moitié. Son esprit est ailleurs. Elle se demande ce qu'il fait, lui, le soir, où il vit. Elle ne lui a rien demandé. Elle ne veut pas paraître intrusive. Elle respecte les gens. Mais elle se surprend à espérer qu'il rappellera bientôt. Ce qu'elle ignore, c'est que ce virement test n'est pas fictif. Ce qu'elle vient de faire, c'est ouvrir une brèche, autoriser quelque chose qui lui échappe encore. Le piège ne se referme pas d'un coup. Il avance doucement, un clic après l'autre, un sourire après l'autre, comme une confiance qui se tisse et qui finira par se briser. Le téléphone sonne désormais tous les 2 jours. Mathieu s'informe, s'inquiète, demande si elle dort bien, si elle mange correctement. Il lui parle de ses dossiers urgents, de ses collègues débordés. Mais il prend toujours le temps de l'appeler. Ça la touche. Monique se surprend à attendre ses appels. Elle guette les heures. Parfois, elle prépare même une feuille avec les questions qu'elle veut lui poser. Elle veut être claire, être
à la hauteur, comme il dit en plaisantant. Elle lui confie de plus en plus de choses. Qu'elle a vendu l'argenterie de Michel pour payer une réparation, qu'elle a peur que son frigo lâche, qu'elle se sent fatiguée ces temps-ci. Il l'écoute toujours, sans juger. Il dit qu'elle mérite mieux, qu'elle a donné toute sa vie au pays, qu'elle ne devrait pas avoir à se battre pour des aides. Il glisse une phrase, presque anodine. « Vous devriez être mieux entouré ». Elle ne relève pas tout de suite, mais ça reste dans un coin de sa tête. Le lendemain, elle appelle sa nièce, boîte vocale. Elle laisse un message. Rien de bien long, juste qu'elle pense à elle. Pas de réponse. 2 jours passent. Monique se dit qu'elle est peut-être trop occupée, ou qu'elle a oublié. Quand Mathieu appelle, elle lui raconte. Il se tait un moment. Puis il dit « Vous voyez, moi, je vous écoute ». Elle répond que ce n'est pas pareil. Il lui demande pourquoi. Elle n'a pas de réponse. Les appels deviennent plus personnels. Il dit qu'elle lui rappelle sa grand-mère, qu'il aimait sa façon de préparer les légumes, comme elle, qu'elle était solide comme elle. Monique rit doucement. Ça lui fait du bien. Elle commence à noter ses courses sur un papier. Il propose de l'aider à trouver des produits moins chers. Il lui envoie un lien vers un site de comparateur. Elle ne comprend pas trop, mais elle essaie. Il lui dit qu'il peut regarder pour elle. Elle lui donne son mot de passe CAF, juste pour vérifier une chose. Elle hésite. Il la rassure. « Je ne ferai rien sans vous. » Elle finit par le lui envoyer. C'est plus simple, plus rapide. Elle lui parle d'une voisine, Colette, qui lui a demandé si tout allait bien. Il lui dit de faire attention, que parfois les gens sont jaloux, curieux, intrusifs. Elle lui donne raison. Colette est gentille, mais elle aime fouiller. Il dit que c'est mieux de garder ça entre eux. Plus discret, plus efficace. Monique acquiesce. Le dimanche suivant, sa nièce lui envoie un SMS. « Coucou, ça va ?» Elle ne répond pas tout de suite. Elle n'en voit pas l'intérêt. Elle se dit que si elle répond, il faudra tout expliquer. Et puis, elle a déjà Mathieu. Elle ferme doucement les volets ce soir-là. Il pleut. La lumière des réverbères coule sur les vitres comme des larmes. Elle boit sa tisane en silence. Elle ne se sent pas seule. Mais elle ne sait pas que ce qu'elle prend pour du soutien est en train de devenir une cage. Ce matin-là, Monique trouve dans sa boîte aux lettres une enveloppe de la CAF. Elle la pose sur la table, intriguée. Mathieu ne lui avait rien dit d'un courrier à venir. Elle l'ouvre lentement, les mains un peu tremblantes. Le papier est officiel. Noir sur blanc, il est écrit que ces aides sont suspendues pour vérification de situations inhabituelles. Elle fronce les sourcils. Ce n'est pas ce que Mathieu lui avait dit. Il parlait de réactivation, pas de suspension. Elle relit 3 fois, plisse les yeux, vérifie la date. C'est signé d'un autre nom, un nom qu'elle ne connaît pas. Elle pose la lettre, respire un grand coup. Ce n'est peut-être rien, une erreur de service, ou alors, peut-être que Mathieu n'est pas au courant. Il appelle en début d'après-midi. Elle lui en parle aussitôt. Il reste calme, mais sa voix change juste un peu. Il dit que c'est sûrement un croisement de procédures. Il lui demande de scanner la lettre et de la lui envoyer. Elle hésite, puis accepte. Quand elle demande pourquoi son nom n'apparaît pas sur le courrier, il répond que c'est le service central qui gère ça. Elle acquiesce. Mais quelque chose en elle bouge. Un doute, fugace, mais tenace. Le lendemain, Colette frappe à sa porte. Un cake encore tiède entre les mains. Elle l'invite à entrer. Elle s'installe. Colette parle des infos, de la météo, puis lui demande « Et ton monsieur de la CAF, tu le vois encore ?» Monique se fige. Elle n'a jamais dit que c'était un homme. Colette ajoute « Il était là l'autre jour, non? J'ai entendu une voix au téléphone, tu parlais doucement. » Monique détourne le regard, coupe une part de cake. Elle dit que non, c'était une amie, mais le malaise reste.
Elle n'en parle pas à Mathieu et ne veut pas le mêler à ça. Le soir, elle reçoit un appel étrange, numéro inconnu. Une femme, temps sec. Elle se présente comme étant du service antifraude. Elle dit que certains dossiers sont usurpés en ce moment. Elle demande si Monique a communiqué des données récemment. Monique raccroche. Elle a peur et honte. Elle se dit que c'est sûrement une arnaque. Après tout, Mathieu l'aurait prévenu, lui. Mais cette voix ne la quitte pas. Elle la réveille même dans la nuit. Le lendemain, elle vérifie son compte bancaire. Une ligne étrange apparaît. Un virement sortant. 480 €. Elle ne reconnaît pas le nom du destinataire. Elle clique, relit encore. Elle appelle Mathieu, tombe sur une boîte vocale. Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Elle pose lentement le téléphone. La pièce semble se refermer sur elle. Elle ne dit rien à personne. Elle attend. Elle espère une explication, un bug, un appel. Mais au fond d'elle, quelque chose se brise. Le matin est gris. Monique reste assise à la table de la cuisine, sans toucher à sa tartine. Le beurre a fondu. La confiture de figues coule lentement sur l'assiette. Elle fixe la porte, le dos voûté. Rien ne bouge. Elle a dormi par fragments. Des images confuses tournent dans sa tête. La voix de l'inconnu, la lettre de la CAF, la ligne bancaire suspecte, et cette boîte vocale étrange. Elle ressasse tout, encore. Elle allume l'ordinateur, lentement. Elle ouvre sa boîte mail. Aucun message de Mathieu. Rien non plus dans les spams. Elle vérifie son téléphone. Toujours aucune réponse. Elle compose le numéro qu'il lui avait donné. Une voix mécanique lui répond. Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué. Elle recommence. Même réponse. Cette fois, elle pose le combiné avec un geste lent, comme si elle portait un poids invisible. Puis, elle se souvient du premier lien qu'il lui avait envoyé, le site de vérification. Elle le cherche dans l'historique de son navigateur. Il n'y est plus. Elle ouvre la corbeille, vide. Elle clique sur l'onglet « Téléchargement ». Rien. Elle tape « France Connect » sur un moteur de recherche. Elle tombe sur une page officielle. Elle la parcourt. Elle ne reconnaît rien. Ce n'était pas ce qu'elle avait vu. Elle ouvre son dossier de mail envoyé. Elle retrouve celui contenant sa carte d'identité, son RIB, ses relevés. Elle clique. Adresse de destination. Une suite de lettres et de chiffres, sans nom. Elle sent le sang quitter ses joues. Puis, elle clique sur ses relevés bancaires. Elle regarde ligne après ligne. Et là, elle voit un deuxième virement. Cette fois, 980 €. 2 jours plus tôt. Même destinataire inconnu. Elle se lève d'un bond. Sa chaise grince sur le carrelage. Elle court presque jusqu'au salon. Elle ouvre le tiroir où elle range ses papiers, prend son classeur, feuillette, reprend la lettre de la CAF, relit encore, et puis elle comprend. Ce n'est pas eux qui l'ont contactée. C'est elle qui a livré ces informations à un autre, quelqu'un qui savait, quelqu'un qui l'a regardée sans jamais se montrer. Elle retourne dans la cuisine, la confiture a séché sur l'assiette. Elle s'assoit, le souffle court. Elle regarde le téléphone, hésite, puis compose le numéro de la CAF. Un vrai cette fois, le 3230. Elle suit les étapes, patiente. Une voix lui répond enfin. Elle explique, hésitante. Elle demande si un certain Mathieu travaille chez eux. Silence. Puis, la conseillère dit qu'il n'y a aucun agent de ce nom. Le ton change. La voix devient plus douce. On lui demande si elle a transmis des informations. Elle répond oui. La personne lui parle calmement, lui dit qu'elle n'est pas la seule, que c'est arrivé à d'autres, que c'est grave, qu'elle doit faire un signalement. Monique raccroche. Le silence revient. Mais ce n'est plus le même silence. C'est celui qui vient quand on comprend qu'on a été trahi, qu'on a été seul, et qu'on va devoir se battre, vraiment. Monique entre dans l'agence bancaire à 10 heures pile. Elle s'est coiffée, maquillée légèrement. Elle veut rester digne, ne pas avoir l'air perdu. Elle tient son sac contre elle, fermement.
À l'accueil, elle demande à voir un conseiller. On lui propose d'attendre. Elle s'assoit, croise les mains, regarde autour d'elle. Tout semble normal, trop normal. On l'appelle. Elle entre dans un petit bureau vitré. Un homme d'une 50aine d'années lui sourit poliment. Elle lui tend ses papiers sans un mot. Relevés imprimés, numéros suspects, capture d'écran. Il feuillette, son visage se ferme. Elle raconte tout, sans pathos, juste les faits. La voix au téléphone, les documents envoyés, les virements qu'elle ne comprend pas. L'homme tapote sur son clavier, vérifie, demande des précisions. Il l'écoute jusqu'au bout, puis il confirme, les 2 virements sont sortis de son compte, initiés depuis son espace personnel. Connexion suspecte, dit-il. Adresse IP étrangère. Il parle d'hameçonnage, de fraude numérique. Monique hoche la tête. Elle comprend sans tout comprendre. Mais elle sait l'essentiel. Ce n'était pas une erreur, c'était un piège. Il lui propose de bloquer son compte, de faire opposition immédiate. Elle accepte. Il imprime un formulaire. Elle signe. Puis, il lui remet un dossier, plainte pour fraude, à remplir, à déposer au commissariat. Elle rentre chez elle le pas plus lourd. Elle croise Colette dans l'escalier. Elle ne dit rien, pas encore. Elle veut garder ça pour elle, pour l'instant. Chez elle, elle allume la lumière, ferme les volets. Elle s'installe à la table, sort un stylo. Elle commence à remplir le document. Nom, prénom, date des faits. Elle décrit, mot après mot. Sa main tremble un peu, mais elle continue. Puis, elle ouvre un autre tiroir, prend un vieux cahier, elle y inscrit chaque détail, chaque heure, chaque appel, chaque mail. Elle reconstruit la chronologie. Elle veut tout noter, tout garder, pour ne pas oublier. Le téléphone sonne, numéro inconnu. Elle ne répond pas. Elle débranche l'appareil. Le lendemain, elle se rend au commissariat. Petite file d'attente. Elle observe les gens. Un jeune homme, une femme en pleurs, un couple silencieux. Quand vient son tour, elle avance lentement. Explique son cas. On l'écoute, on prend sa déposition. On lui parle d'une cellule cybercriminalité. Un agent lui dit doucement que l'homme au téléphone n'en est pas à sa première victime, qu'il est même recherché, que plusieurs pays sont impliqués. Elle reste figée. Quand elle sort, le soleil est bas. Elle reste un moment sur le trottoir, le sac contre elle, le dossier sous le bras. Les larmes ne viennent pas encore. Mais elle sait désormais qu'elle n'est plus une simple victime. Elle est aussi un témoin. Et peut-être bientôt, une voix qui comptera. Le matin est glacial. Monique attend sur le banc d'un petit square près du commissariat, dossier sur les genoux. Un inspecteur lui a demandé de venir. Pour compléter certains éléments, elle s'est habillée comme pour un entretien. Manteau gris, écharpe repassée, chaussures cirées. Pas pour impressionner, pour rester droite. Elle est appelée dans un bureau sans fenêtre. L'agent de la cybercriminalité la salue avec respect. Il l'invite à s'asseoir, puis pose devant elle un dossier épais. À l'intérieur, des documents, des captures d'écran, des rapports d'enquête. Il dit que ce qu'il va lui montrer peut être difficile. Elle acquiesce. Il allume un ordinateur, lance une vidéo. C'est un enregistrement d'un appel téléphonique intercepté. La voix de l'homme est là, identique, douce, rassurante. Mais ce n'est plus Mathieu. C'est un escroc, professionnel, recherché pour une dizaine d'affaires similaires en Belgique, en Italie, en Espagne. Sur un autre écran, on voit un profil Facebook sous un faux nom. Des photos, des messages privés, des captures de conversation. Et puis, une image. Monique reconnaît sa propre carte d'identité, son RIB et son nom, écrit sur un tableau blanc dans un lieu flou. Elle pose une main sur sa poitrine, inspire lentement. L'agent poursuit. Il explique qu'il a utilisé plusieurs identités, qu'il ciblait des femmes seules, âgées, isolées,
qu'il connaissait leurs habitudes, leurs aides sociales, leur profil numérique. Tout était préparé, chirurgical. Monique serre les dents. Elle ne pleure pas. Elle écoute, jusqu'au bout. L'agent la remercie pour son courage. Il dit que son dossier a permis de compléter une plainte européenne, qu'elle a été une pièce importante dans l'identification formelle du suspect, qu'il a été localisé, que son interpellation est imminente. Elle reste muette quelques secondes, puis elle murmure « Je n'étais qu'un nom sur une liste ». Il répond doucement « Non, vous êtes celle qui a parlé ». Quand elle sort, l'air a changé. Ce n'est plus la peur qui la guide. C'est quelque chose de plus ancien, plus solide, de la lucidité. Dans la rue, elle croise une vitrine. Elle s'y regarde un instant, pas pour vérifier ses cheveux, mais pour se souvenir. 2 semaines passent. Monique ouvre le journal local avec son café. Les pages crissent entre ses doigts. Elle tourne lentement. Et là, en bas d'une colonne, elle lit un court article. Un homme arrêté à Turin dans une affaire d'escroquerie internationale. Le nom n'est pas celui qu'elle connaissait, mais la photo ne laisse aucun doute. C'est lui. Les traits sont plus secs, les yeux cernés, mais c'est bien la même voix, le même regard, faussement doux. Elle lit l'article jusqu'au bout. Il est question de fausses identités, de fraude à la CAF, de dizaines de victimes, toutes âgées. L'arrestation a été rendue possible grâce à la coopération de plusieurs pays et grâce au témoignage d'une femme française. Elle referme le journal, sans un mot. Ce soir-là, elle reçoit un appel du commissariat. L'agent qui l'a suivi lui confirme que l'homme est entre les mains de la justice italienne. Il sera extradé. D'autres procédures sont en cours. Il la remercie pour sa patience. Il lui dit que ce n'est pas fini, mais que le plus dur est derrière elle. Elle remercie à son tour. Sa voix est calme, presque paisible. Elle raccroche. Reste un moment dans la pénombre de son salon. La lumière du lampadaire filtre à travers les volets. Elle pense à son mari, à ce qu'il aurait dit, à ce qu'il aurait fait. Elle se dit qu'il aurait été fier d'elle. Puis elle se lève, range les papiers, les classe soigneusement dans une pochette bleue qu'elle glisse dans une boîte en métal. Au marqueur, elle inscrit « à garder ». Le lendemain, elle voit Colette dans le hall. Elle l'invite à monter, prépare 2 cafés, et elle parle. Elle raconte tout. Pas dans les détails les plus crus, mais assez pour que Colette comprenne. Colette l'écoute, puis lui prend la main. « Tu n'as pas à avoir honte. Tu as fait ce qu'il fallait. » Monique sourit faiblement. Ce sourire-là est vrai. Pas celui qu'on force, celui qu'on retrouve. Elle reçoit 1 semaine plus tard une lettre du service de médiation bancaire. Son dossier est en cours de régularisation. Rien n'est garanti, mais une procédure d'indemnisation est possible. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. Elle regarde autour d'elle. Son petit appartement, les murs blanchis, les rideaux modestes. Rien n'a changé. Et pourtant, tout est différent. Elle a perdu de l'argent, du sommeil, des illusions, mais elle a retrouvé autre chose. Sa voix. Les semaines passent, puis les mois. Monique ne parle pas souvent de ce qui s'est passé, mais parfois, quand elle croise une voisine âgée à la poste ou au supermarché, elle glisse un conseil. Pas avec des airs d'experte, juste une phrase, une mise en garde, un regard appuyé. On la remercie, on l'écoute. Elle s'est inscrite à un atelier numérique organisé par la mairie. Chaque jeudi matin, elle apprend à repérer les sites officiels, à sécuriser ses mots de passe, à reconnaître les tentatives d'hameçonnage. Elle s'assoit au premier rang, elle prend des notes. Ce n'est pas facile, mais elle s'accroche. Elle a aussi trié ses papiers, jeté les choses inutiles, rangé les souvenirs. Elle a gardé une boîte en fer, posée sur l'étagère du haut, avec les documents de l'affaire. Elle ne l'ouvre jamais, mais elle sait qu'elle est là, qu'elle contient ce qu'il ne faut pas oublier. Le soir, elle lit. Beaucoup, des romans, des récits de femmes, des histoires de justice et de renaissance.
Parfois, elle note des phrases sur un carnet, des mots qui l'aident à tenir debout. Elle en recopie même une au stylo noir sur la porte du placard. « Ce qu'on te prend ne t'enlève pas ce que tu es ». Un jour, elle reçoit un appel de la préfecture. Son dossier d'indemnisation a été validé. Une somme partielle lui sera versée, issue du fonds de soutien aux victimes de fraude. Elle remercie. Ce n'est pas une victoire, c'est une réparation. Elle l'accueille sans triompher, juste avec calme. Colette passe encore de temps en temps. Elle rit, elle se plaigne du gouvernement, elle se rappelle leur mari. Et parfois, en silence, elles se tiennent la main quelques secondes de plus. Un dimanche, dans le bus, une jeune femme lui demande de l'aide pour valider son ticket. Monique lui montre, puis elle hésite et finit par lui dire, doucement, « Faites attention aux appels inconnus, même quand la voix paraît gentille. » La jeune femme la regarde, surprise. Elle sourit. « Je ferai attention, madame. » Monique descend une station plus loin que prévu, juste pour marcher un peu. Il fait beau. L'air sent la pierre chaude et le tilleul. Elle s'arrête sur un banc, ferme les yeux, respire. Ce qu'elle a perdu, elle ne le retrouvera pas. Ce qu'elle a appris, elle ne l'oubliera jamais. Elle ne veut pas de revanche. Elle veut juste vivre, plus consciente, plus forte, et peut-être un peu plus utile aux autres. La lumière de fin d'après-midi s'étire sur les murs blancs du petit appartement. Monique marche lentement entre les meubles. Elle passe la main sur la table, ajuste une chaise, referme le volet du salon. Chaque geste est simple, mesuré, présent. Sur la commode, elle pose une enveloppe beige. À l'intérieur, le reçu de l'indemnisation, une copie de la plainte et une photo d'elle, prise par Colette quelques semaines plus tôt. Elle sourit dessus, un peu fatiguée, un peu droite. C'est pour ses filles, au cas où. Elle allume une bougie sur la table de la cuisine. Ce n'est pas une habitude, mais ce soir, elle en a envie. Une petite flamme, discrète, qui danse contre le verre. Elle s'assoit, ouvre un livre, lit une page, puis s'interrompt. Ses yeux se perdent sur les carreaux du sol. Il y a un silence, paisible cette fois. Elle pense à lui, à cette voix, à cette façon dont il lui parlait, comme si c'était normal de voler sans lever la main, comme si c'était juste un jeu. Elle se demande s'il pense encore à elle, si son nom lui revient parfois la nuit. Elle espère que non, parce qu'elle ne pense plus à lui avec colère, juste avec une sorte de vide, calme et ferme. Il n'aura plus rien d'elle, ni peur, ni naïveté, ni pardon. Elle se lève, éteint la bougie, passe dans la chambre. Avant de se coucher, elle ouvre un tiroir, sort une photo d'elle et de son mari, prise à Nice 30 ans plus tôt. Il rit, elle aussi. Elle la fixe un instant, puis la glisse sous l'oreiller. Quand elle s'allonge, elle laisse la fenêtre entr'ouverte. Dehors, le vent soulève doucement les feuillages. Une voix d'enfant crie au loin. Un chien aboie. Et la nuit s'installe, sans bruit, mais plus jamais sans vigilance.